pour donner... Bonjour à tous. J'ai grand plaisir de vous présenter Claude Kirchner, qui nous va faire l'amitié de partager avec nous quelques moments d'éthique et de réflexion éthique. J'ai l'impression que c'est bien dans le fil conducteur de la matinée. Denis, tout à l'heure, nous a parlé de l'importance du questionnement et Patrick Chastenay nous a rappelé aussi cette importance. On pourrait parler de discernement, finalement. Claude Kirchner est directeur de recherche émérite à l'INRIA, l'Institut national de recherche pour les sciences et techniques et technologies du numérique. C'est un chercheur, donc. C'est un chercheur en numérique et il questionne en permanence. Il a été directeur scientifique de l'INRIA. Il a été aussi président du centre INRIA du coin, de Bordeaux. Donc c'est un régional de l'étape, si je puis dire. Son ancrage à Bordeaux est important également puisqu'il est aussi membre de l'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux. Donc c'est une double appartenance girondine. Mais je crois que sa caractéristique principale, et je l'ai rencontré depuis de nombreuses années dans ce cadre-là, c'est qu'en même temps qu'il cherche, il a réfléchi aussi à l'éthique du numérique. Et Claude a présidé pendant près d'un quart de siècle un certain nombre de comités d'éthique du numérique, et notamment le dernier, qui est en train de se mettre en place, je crois. C'est le Comité consultatif national d'éthique, donc vous vous rappelez CCNE, du numérique. Ça a été mis en place en 2025 et Claude le préside. Et je crois qu'on a entendu également hier avec Olivier Labelle quelque chose qui nous rappelle un peu l'exigence éthique. Avoir une visée pour la vie bonne avec et pour les autres et pour autrui dans des institutions justes. Ce discernement est essentiel. Je crois que c'est une démarche essentielle et notamment pour penser l'humanité, pour penser notre maison commune dans cette nouvelle ère, à l'heure du numérique. Et je pense que c'est un point important que travaillent justement les comités d'éthique du numérique depuis de nombreuses années. Donc Claude, tu vas partager avec nous un sujet qui va être l'éthique finalement, cette réflexion éthique, un levier d'influence et de souveraineté à l'heure de l'IA. Merci Claude. Pardon, merci beaucoup Pierre-Henri pour cette introduction. Effectivement, je vais partager avec vous un certain nombre de points relativement dans le flux de cette matinée où j'ai pu assister à une partie des premiers exposés. C'est tout à fait intéressant de voir comment est-ce que, in fine, maintenant, comment est-ce qu'on va faire dans le contexte qui est le contexte qu'on a aujourd'hui. Et donc, dans ce contexte, en fait, le monde entier vit une profonde conversion numérique. Je parle de conversion et pas d'évolution, pas de révolution. Et alors pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, au jour le jour, nous sommes dans ce contexte de façon majeure. C'est-à-dire que typiquement, dans notre vie quotidienne, nous allons avoir, depuis le petit déjeuner, en passant par se préoccuper d'aller chez le médecin ou réserver des places de concert, on va avoir des interactions avec le numérique, dont évidemment des aspects autour de l'apprentissage machine et donc de systèmes dits d'intelligence artificielle, dans notre quotidien, au jour le jour, tout le temps. Nécessite dans ce cas-là, dans cette situation, nombre de consentements, nombre de choix relativement au numérique, nombre de décisions, et c'est souvent des micro-décisions, mais des micro-décisions qui s'enchaînent les unes avec les autres. Dans ce contexte-là, quotidien, vie professionnelle, comment est-ce qu'on va travailler aujourd'hui ? Bon, ça a été dit, le travail est profondément modifié, mais aussi on se retrouve à avoir
tout au long de la journée, tout au long de notre application, des tâches, des rapports avec des outils numériques, dont des systèmes d'IA, de façon absolument quotidienne, et depuis gérer la situation présente jusqu'à gérer la situation future éventuelle. Dans ce contexte-là, on a aussi, évidemment, à regarder ce qui se passe au niveau collectif. Et donc, dans notre vie collective, typiquement, on va peut-être être impliqué dans l'association des parents d'élèves des gamins, et donc avoir à s'occuper, avec du numérique, mais aussi avec des humains, évidemment, de ce type de sujet. Et puis, il faut aussi organiser, typiquement, la démocratie, donc notre vie commune, une partie de notre vie commune, avec des élections municipales qu'il faut organiser. Et là, on ne va pas y couper. Il faut passer par du numérique. Et on pourrait voir aussi que le numérique va pouvoir nous apporter à la fois des techniques qui permettent de gérer ça, et puis aussi un certain nombre de soucis dans l'organisation. Aujourd'hui, ça serait difficile de se déplacer dans une grande métropole sans le numérique, sans être capable de gérer. C'est pas la peine, ça serait même pas la peine d'y penser, quoi. Imaginez Bordeaux sans feu rouge. Déjà, avec le feu rouge, c'est pas triste, mais sans gestion de la circulation, ça serait pas mal. Décider, bien sûr, du budget de la nation, hein, c'est le sujet en ce moment. D'accord ? Évidemment, il va y avoir des aspects humains. Évidemment, il va y avoir des aspects politiques. Évidemment, il va y avoir des aspects fondamentaux autour de l'utilisation du numérique et de l'IA. Et puis aussi, un coup de pub pour les cafés IA. Je pense que c'est important, effectivement, aussi, puis pouvoir regarder ce qui se passe de ce côté-là. Mais aussi, ce type de technique, ça sert également dans les aspects conflits, et en particulier conflits armés avec une efficacité. Il faut aussi parler de ça, en regardant les choses en face, qui est tout à fait redoutable. Mais aussi, récemment, premier prix Nobel en physique sur les aspects fondements des outils d'apprentissage automatique, d'intelligence artificielle. Un deuxième choc, Nobel de chimie, dans lequel, en fait, les outils qui ont été utilisés sont des outils numériques et d'intelligence artificielle. Donc des approches, là, un impact sur la science qui est majeur et qui maintenant est reconnu. On le voyait depuis longtemps, mais là, il est reconnu. Et puis dans la vie de tous les jours, et là, c'était évoqué par les personnes précédentes, en fait, on utilise le numérique dans de multiples situations, et ce qui est vraiment tout à fait impressionnant et souvent imprévisible, c'est comment, en fait, les outils numériques qu'on développe vont être effectivement utilisés. Et là, l'agent conversationnel, le chatbot dont il est sujet ici, là, c'est Siri, et Siri, là, en fait, est utilisé par un jeune enfant qui est atteint de troubles du spectre de l'autisme et qui utilise ce chatbot qui n'a absolument pas été conçu pardon, ni pour des enfants ayant ce type de situation, utilise ce chatbot comme étant son meilleur ami, comme en disant son acolyte. Ça pose des questions aux parents, ça doit nous poser des questions. Nous, en fait, comment on s'approprie ces outils-là ? Comment l'humain s'approprie ce type de technologie ? Et puis là, vous allez me dire, oh, mais c'est magnifique tableau, n'est pas évidemment de Van Gogh, mais il a été créé par un système d'intelligence artificielle. Non, désolé, il a été créé par des humains. Des humains qui ont utilisé un pinceau numérique, oui, mais c'est le pinceau qui est numérique. Ceux qui ont entraîné le système à peindre comme Van Gogh, ceux qui ont donné la programmation qui permet de réaliser ceci, ce sont des humains. Donc ici, gardons les mains sur le volant. C'est des humains qui ont fait ceci. Après, évidemment, c'est important de savoir qu'ils ont utilisé des outils. On va en reparler.
Et donc, le numérique et les systèmes d'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui ce qui constitue le quotidien de notre vie de tous les jours, de notre situation professionnelle, de notre vie collective, entre autres. Et dans ce cadre-là, c'est important de se rappeler que le numérique, c'est pas juste de l'informatique ni des mathématiques, mais aussi de la physique, aussi de la chimie, aussi tout ce qui concerne les sciences cognitives et, bien sûr, les technologies et les usages qui en sont issus. Premier point. Et là, on a un sous-domaine, qui est le domaine des technologies dites d'intelligence artificielle, qui consiste dans toutes les approches d'apprentissage automatique, les approches basées sur la logique et les connaissances, et puis d'autre part, les aspects statistiques. Dans ce contexte-là, cette conversion, en fait, elle est rapide, puissante, générale, et en fait, elle nous interroge, bien sûr. C'était ce qui était beaucoup dit ce matin, mais aussi elle nous fascine. Hein. Regardez un petit peu, qui n'a pas son smartphone pas loin de sa poche ou de sa main aujourd'hui, et elle nous invite à réfléchir. Mais réfléchir, en fait, eh bien, c'est justement le rôle de l'éthique. Et l'éthique, c'est cette réflexion relative aux conduites humaines et aux valeurs qui les fondent, en vue de comprendre où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que, à titre individuel ou collectif, comment on va préparer nos décisions, comment on va réfléchir à ces différents enjeux. Donc l'éthique, c'est vraiment une réflexion, d'accord ? Et l'éthique, c'est pas du tout de la conformité, c'est pas du droit, et c'est cet aspect réflexif qui est fondamental dans l'ensemble de nos démarches et qui peuvent en particulier s'instancier soit du côté biomédical avec de l'éthique biomédicale, soit du côté numérique et avec de la cyberéthique. Dans ce contexte, on a créé récemment, donc Pierre-Henri le disait à l'instant, en 2024, donc l'État a décidé de créer ce comité consultatif national d'éthique qui a pour mission à la fois de réfléchir et de proposer des avis, des recommandations relatifs au numérique et au système d'intelligence artificielle, mais aussi d'organiser le débat sur ces sujets. Et donc là, c'est super qu'on soit là ensemble pour pouvoir y réfléchir. Et puis d'autre part, à faire en sorte qu'au niveau international et européen, on puisse comprendre comment est-ce qu'on travaille ensemble. Voilà, donc ce comité, il a été créé en 2024 et comme le disait aussi Pierre-Henri, en septembre, on a eu sa première réunion, parce que ça a été un petit peu long de nommer les différentes personnes qui constituent son plénier, et depuis septembre, on est complètement opérationnel sur le sujet. Donc l'éthique du numérique, en particulier, ça fait partie du manifeste qu'on a publié en tant que comité pilote avant la mise en place du CCNE du numérique. Eh bien, l'éthique du numérique, et là je vais aller assez rapidement parce que le temps passe vite, ça nous interroge sur ces influences importantes et durables des technologies numériques sur l'être humain. On en a beaucoup parlé ce matin. La fascination qui est provoquée par ces machines, c'est indéniable, que ce soit pour nous ici, où j'ai regardé la salle tout à l'heure, parce que là, je ne vois plus rien grand-chose, parce qu'il y a les projecteurs, mais voilà, l'âge moyen de la salle, ce n'est pas 15 ans. Et donc, on se retrouve à gérer l'ensemble de la population et faire en sorte que cette fascination elle puisse être comprise à différents niveaux. La remise en jeu, bien sûr, radicale et universelle de la manière dont on considère aujourd'hui l'autonomie humaine. Hein. Combien de fois j'ai entendu là, non, on n'est plus maître de ce qu'on est en train de faire. Moi, je dis si, on est toujours maître, gardons les mains sur le volant. C'est pas toujours facile, mais il faut savoir le faire. Et puis, bien sûr, les rapports sociaux et politiques qui changent. Et les apports du numérique, il faut aussi dire si ces techniques-là existent et si elles sont continuées à être développées de façon massive et si elles existent depuis 80 ans, et même un tout petit peu plus si on regarde sur les fondations, eh bien en fait, c'est parce qu'elles sont capables de nous apporter des aspects très positifs. On en reparlera tout à l'heure si j'ai suffisamment de temps. Je voudrais que vous regardiez attentivement ces deux photographies qui ont été prises par deux appareils différents. Et évidemment, j'espère que vous ne les trouvez pas identiques. Parce que ma question, c'est en fait, qui a fait les réglages ?
Qui a mis les valeurs dans ces... Vous voyez bien que les valeurs là, représentées dans la photo, c'est la même personne prise au même moment. Elle n'est pas représentée de la même façon. Qui a pris les décisions? Quelles sont les valeurs qui sont sous-jacentes? Vous voyez que ce n'est pas les mêmes valeurs qui ont été implémentées. Qui en décide? Quelle raison d'être de ce type de logiciel qui va interpréter un traitement d'informations de façon différente? Et donc, dans ce cadre-là, on est saisi tous les jours par un certain nombre de questions. Là, j'en mentionne une plus précise, mais qui me semble particulièrement importante. On communique énormément. L'humain communique. Et on communique maintenant beaucoup avec des outils d'intermédiation numérique, comme le courrier dit électronique. Il n'y a plus grand-chose d'électronique dedans, mais beaucoup de numérique dedans. Et donc, ce courrier numérique, il va passer par un certain nombre d'outils. Et là, j'en ai mentionné un certain nombre. Commençons par le choix d'un de ces fournisseurs d'accès n'est absolument pas neutre. Mais en fait, qui a réfléchi à ça? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'en comprendre les enjeux? Comment choisir? Comment décider? Il va falloir avoir un sacré niveau d'éducation depuis ce que j'ai l'habitude de dire de moins 9 mois jusqu'à plus, y compris toutes les personnes de la salle. Quelles sont les valeurs qui sont sous-jacentes? Quels sont les enjeux d'éthique? C'est-à-dire typiquement, quelles sont les réflexions qu'on va mettre dans ce cadre-là autour des valeurs sous-jacentes à l'utilisation de ce type de système. Et en fait, on avance dans ce cadre-là, en particulier dans le cas d'éthique, avec ici, vous voyez, 2 niveaux. Une proposition qu'on a faite dans le cadre du comité pilote, de faire en sorte que quand on voit un contenu aujourd'hui, quand un journaliste signe un document, quand un scientifique signe un article, quand vous signez une lettre, eh bien, on sait qui est l'auteur. Mais ce type de système, on considère que c'est fondamental qu'on sache qu'ils ont été conçus avec l'aide de systèmes, en particulier génératifs en intelligence artificielle. Et donc, ça, c'est ce qu'on a recommandé donc, en juin 2023. Et bonne nouvelle, en novembre 2025, la Commission européenne se met dans ce process de faire en sorte que ça soit fait et mis en œuvre. Donc, on passe de l'éthique à la conformité. Donc, il faut qu'on puisse maîtriser notre espace informationnel. Donc, là, je vais citer un certain nombre d'exemples. Je ne vais pas y revenir. Mais il y a des choses dont on n'a pas forcément toujours conscience. Hein. Typiquement, quand on choisit un médecin, un taxi, un réseau social, mais aussi une monnaie, ce n'est pas toujours facile. Et donc, il faut pouvoir faire ces différents choix, décider, mais on peut se faire influencer, on peut aussi nous influencer, on peut aussi nous être manipulés ou manipulés. Et donc, dans ce cadre-là, c'est important de penser à notre souveraineté. En fait, quel est le pouvoir que nous avons de pouvoir faire ce qu'on souhaite, d'accord, ou ce qu'on pense important? Et donc, en fait, quelle est notre autonomie stratégique? Et donc, je vais terminer sur ces aspects-là, en insistant sur le fait qu'une telle souveraineté, qui a été en particulier fortement mise en avant par Pierre Bélanger, eh bien, en fait, elle concerne bien sûr la souveraineté numérique, mais elle concerne aussi la souveraineté individuelle, comme la souveraineté nationale ou la souveraineté éducative. J'y reviendrai pas, mais sauf que ces différentes souverainetés ont besoin de communiquer en quelque sorte, de ne pas s'ignorer les unes les autres. Donc, dans ce cadre-là, eh bien, on écrit un certain nombre d'avis. Donc là, je vous ai mentionné ceux qu'on a fait dans la version pilote, qui sont tous accessibles en ligne. Et donc, vous pouvez voir qu'ici, le côté intelligence artificielle intervient à de nombreux endroits, dont, bien sûr, les systèmes d'intelligence artificielle générative, j'en ai un petit peu parlé, mais aussi pour tout ce qui va constituer la reconnaissance faciale, posturale et mentale, ou les métavers, ou bien d'autres qui sont mentionnés au-dessus. Dans ce contexte-là également, on a travaillé avec l'Académie nationale de médecine à faire un certain nombre de recommandations. Là aussi, je vais être bref, mais je voudrais vous en mentionner 2 ou 3. La première, c'est qu'il faut former les médecins et tous les personnels de santé, en fait, de façon massive, à ce type de l'usage d'outils. Et il faut aussi
utiliser ces outils, sinon on serait dans un déni également éthique, c'est-à-dire que ces outils peuvent apporter quelque chose, mais, et c'est fondamental, la quatrième recommandation, toute utilisation doit faire l'objet d'une supervision humaine. Donc la décision doit rester du côté de l'humain et donc ne pas verser dans une situation où on validerait automatiquement des propositions faites par un système dit d'intelligence artificielle. Bon, puis il y en a d'autres aussi, et en particulier, je pense, réfléchir, y compris quand on met en œuvre ce type de système, sur les impacts environnementaux et énergétiques. Je voudrais conclure, qu'on ait le temps de continuer la discussion ensuite, sur donc, le fait que l'éthique et la souveraineté sont deux éléments fondamentaux de la façon dont on peut s'organiser maintenant dans une société qui est devenue numérique, avec le fait que l'éthique du numérique nous donne cette capacité à analyser les enjeux de souveraineté numérique. Est-ce que je maîtrise mon environnement? Est-ce que j'ai le pouvoir, typiquement, de mettre en œuvre ce que je souhaite pouvoir mettre en œuvre? Mais d'autre part, cette souveraineté, en particulier numérique, nous donne la capacité à mettre en œuvre opérationnellement nos réflexions éthiques. Si dans nos réflexions éthiques, on pense que c'est important d'avancer dans tel sens, la souveraineté va nous permettre de le faire si, effectivement, elle est avérée. Une page de pub pour vous dire qu'on a écrit sur le sujet et que cette écriture et le fait que maintenant on a l'opportunité, et c'est la première au monde, d'avoir un comité consultatif national d'éthique du numérique indépendant, donc, et qui nous permet de continuer à réfléchir sur ces sujets. Et pour vous montrer qu'on travaille aussi au niveau européen, ceci, c'est la déclaration qui a été faite par l'ensemble des participants vendredi dernier. Elle est toute fraîche et je vous la montre pendant qu'on peut passer aux questions si vous le souhaitez. Merci Claude pour cet exposé synthétique. Quand tu parles de déclaration de Copenhague, c'était il y a 2 jours, hein, c'est ça? Voilà, ok. Donc c'est vraiment tout frais. Il y en a d'autres. Il y a tenté... Alors, le livre, le deuxième livre que vous voyez là... non, il n'y est plus, pardon. Rappelle-moi le titre. Le livre Pour une éthique du numérique, il est en librairie là, et tout à l'heure, je serai sur place éventuellement. Bénéficier d'une dédicace juste après. Il y a effectivement dans ta réflexion éthique, en particulier, une incitation à avoir un individu souverain, finalement, face à l'ensemble des... Et je me rappelle d'un article que tu avais rédigé avec Jérôme Perrin il y a peu de temps, 3-4 ans, je crois. Le titre, c'était pour un numérique fraternel, finalement. En prenant à ton compte une citation de Tardieu qui, de mémoire, était « Il faut inventer un numérique qui soit accessible aux pauvres et qui embarque tout le monde, finalement ». Est-ce que c'est une autre facette de l'aspect souveraineté que tu développes ? Alors, ça fait évidemment partie de cet aspect, au sens où la souveraineté numérique, elle doit s'appliquer globalement à notre société, à notre entité, typiquement au niveau, par exemple, français ou d'une entreprise ou européen en particulier. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des difficultés à faire en sorte que ce soit le cas. On pourra y revenir. Mais aussi, il faut que ça soit au niveau individuel. C'est-à-dire, typiquement, aujourd'hui, il y a 50 ans, les photos de famille, elles étaient dans l'armoire. Et on savait à peu près où elles étaient. Évidemment, elles pouvaient prendre l'eau, elles pouvaient prendre feu aussi, mais a priori, on savait où elles étaient. Aujourd'hui, si je vous demande où sont vos photos de famille, vous allez avoir un tout petit peu de mal à me le dire. D'accord. Peut-être vous me direz un nom d'un fournisseur d'accès, mais me dire où elles sont vraiment, physiquement, vous n'aurez pas. D'accord. Rarement. Et donc, en fait, là, on a un manque de capacité à pouvoir comprendre notre monde qui est évident.
qui n'est pas acceptable. Il faut qu'on puisse maîtriser ce type de choses. D'accord ? Et donc, pour pouvoir le faire, eh bien, il faut que chacun d'entre nous, on se préoccupe de ces sujets et qu'éventuellement, on y consacre un budget significatif et qu'il ne soit pas juste le budget, de toute façon, toutes mes données. D'ailleurs, pensez en français, hein, données, c'est données. Hein, d'accord ? Ça n'a pas forcément beaucoup de valeur quand on en parle comme ça, même si un don peut avoir énormément de valeur. Mais en fait, c'est le cas. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est qu'on maîtrise ces données et qu'on considère que c'est quelque chose de crucial dans notre intégration dans ce monde numérique. Quand on parle de fraternité, ce qui est fondamental aussi, c'est de voir qu'aujourd'hui, on est tous handicapés du numérique. Il n'y a pas une situation aujourd'hui, pour aucun d'entre nous ici, où relativement au numérique, on ne s'est pas trouvé embêté, soit parce qu'on ne trouvait pas les bonnes choses, soit parce que le numérique ne faisait pas ce qu'on souhaitait, soit parce qu'il était utilisé de façon inappropriée et donc on était ennuyé de voir que ça se passait comme ça. Donc on a cette situation d'handicap globalement. Et donc la fraternité, là, elle va nous servir à faire en sorte que justement on s'aide les uns les autres, à faire en sorte que quand on est par exemple en confinement au moment de la crise Covid, là comment on se débrouillait juste avec son téléphone et avec un abonnement qui arrivait complètement au taquet tout de suite, parce qu'on avait forcément besoin de passer par le téléphone pour pouvoir communiquer avec les autres et savoir ne serait-ce que où manger, où est-ce qu'on pouvait se retrouver pour pouvoir dormir tranquillement ou avoir juste un accès au contenu éducatif pour les enfants, etc. Et donc tout ça, comment est-ce qu'on peut faire pour le penser ensemble, pour le travailler ensemble? C'est un point vraiment important. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, certains réseaux sociaux pourraient dire que justement, on vous offre cette capacité à pouvoir échanger, etc. C'est partiellement vrai. Ça, c'est quand on voit les printemps arabes et d'autres manifestations de ce type-là. C'est vrai que ça a été utilisé comme ça d'ailleurs, à mon avis, une intention qui n'était pas dans l'image initiale de la chose. Par contre, dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, les réseaux qui sont les réseaux les plus familiers à la population, en particulier française, ne sont pas des entités où la fraternité peut se développer facilement. Si ce n'est, quand on reprend le contrôle sur ce type d'entité pour en faire quelque chose qui soit maîtrisé à nouveau. Mais aujourd'hui, qui maîtrise sur les réseaux sociaux ces données? Il y a un gros souci également. Je peux continuer comme ça longtemps, mais je pense que c'est important qu'on continue à discuter. Dominique, quel plaisir de te retrouver ici. Merci. Alors, peut-être, Monsieur Chastenay, de savoir que vous avez effectivement rendu une partie de la salle piquante à votre égard. Vous avez trouvé trop négatif, mais vous l'avez dit vous-même. Et notamment, il y a une réaction des plus jeunes dans cet univers qui demandent qu'on arrête, mais tous, pas forcément seulement vous, de dire que les jeunes ne savent pas utiliser l'IA, qu'ils ne savent plus penser, qu'ils ne savent plus critiquer, qu'ils ont perdu l'esprit critique et que donc nous ne faisons pas confiance pour l'avenir, au lieu de penser qu'eux peuvent trouver les solutions. Voilà, je résume, c'était plus long que ça la question. Alors, c'était pas mon propos, puisque justement, j'exerce encore un métier qui, par nature, repose sur la confiance en la jeunesse. C'est moi qui, chaque année, avais l'impression de redoubler, puisque moi, je restais à l'université. Donc, si c'est l'impression que j'ai donnée à ces jeunes, à aucun moment, d'ailleurs, j'ai dit qu'ils ne savaient pas utiliser l'IA. J'ai simplement évoqué l'hypothèse, mais purement gratuite, bien évidemment, qui ne peut pas exister dans le monde réel, d'un étudiant qui, au lieu de faire lui-même son devoir, le ferait faire par l'IA. Et j'ai dit, écoutez, c'est aussi stupide qu'une équipe de rugby qui envoyait des robots s'entraîner à sa place. C'est tout.
Après, dire que c'est absolument pas un jugement, en plus, sur la jeunesse. Certainement pas. Puisque en matière d'usage, je crois d'ailleurs que les 2 jours l'ont bien montré, et je crois avoir dit exactement le contraire, que le point, moi, qui me réjouit, c'est de voir qu'il y a, parmi les collectifs, que ce soit des collectifs de traducteurs ou que ce soit des groupes, qui sont des groupes technocritiques, l'âge moyen, il est de 30 ans, même moins. Et je ne vais pas vous infliger la liste de ces groupes qui, en effet, restent minoritaires dans la société. Je dirais une chose, alors j'ai vu dans l'exposé qui a suivi le nom de Geoffrey Hinton. Précisément, Geoffrey Hinton fait partie de ceux, mais on pourrait citer aussi des responsables de Mila. Il n'y a pas un mois sans que justement il n'y ait pas, Yann Lequin aussi a tiré la sonnette d'alarme. C'est-à-dire que si vous prenez la plupart de ceux qui étaient pour le coup aux commandes justement sur le plan technique, c'est-à-dire sur le Yann Lequin, on ne peut pas trouver, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de dialoguer aussi avec lui, il y a en effet des inquiétudes sur est-ce qu'il n'y a pas un côté apprenti sorcier. Le rappeler, je dirais que c'est quand même la moindre des choses que puisse le faire quelqu'un qui est invité à parler au nom de Jacques Ellul. Vous voyez, c'est un point de vue technocritique et j'ai vraiment insisté sur ce point que ce n'est pas le procès de la technique, ou alors c'est encore moins le procès d'une génération. D'autant plus que cette fascination pour la technique, je peux vous assurer qu'elle est vraiment transgénérationnelle, hein. Donc là-dessus, on trouve en effet des très jeunes qui sont plutôt technocritiques, voire d'ailleurs même anti-tech, et puis des âgés, pour le dire élégamment, qui sont des fanatiques, hein, qui sont des adorateurs de la technique. Mon propos, c'est de la désacraliser. C'est effectivement pas... C'est de pas en faire une idole, c'est pas de pas l'utiliser. Hein, rassurez-vous, je suis pas un amiche, et donc j'ai aussi un certain nombre d'outils techniques avec moi. Et puis... Si je peux me permettre juste de peut-être, d'abord, j'entends bien ce qui vient d'être dit là, et je trouve que c'est tout à fait pertinent. Je voudrais insister sur un point majeur sur lequel on est en fait en train de travailler également du point de vue éthique. C'est-à-dire, typiquement, ces outils d'intelligence artificielle, ils vont en fait pouvoir, à cause de toutes les données qu'on met à disposition, volontairement ou pas, ils vont pouvoir avoir un très bon profil de qui nous sommes, chacun d'entre nous. D'accord ? D'autant plus raffiné ce profil que vous mettez d'informations en ligne sur tous les réseaux sociaux ou que vous partagez via des messageries qui sont non maîtrisées, comme certaines que j'ai mentionnées tout à l'heure. En fait, on va utiliser ces données, et là c'est des humains qui vont concevoir des systèmes qui permettent d'utiliser ces données pour mieux vous cibler et mieux pouvoir vous vendre quelque chose, vous influencer dans un sens ou dans l'autre. D'accord ? Et il n'y a pas que la vente. Hein. Là, typiquement, les données, ça donne le pouvoir. Le pouvoir de... Et ce pouvoir, l'idée, c'est qu'on se le réapproprie. Mais aujourd'hui, il est aussi utilisé pour pouvoir, justement, nous influencer. Et ce qu'on appelle l'IA émotionnelle, c'est tous les procédés qui vont permettre, donc guidés, programmés par des humains, de faire en sorte que ces systèmes nous accrochent émotionnellement. Et alors, c'est d'autant plus facile qu'on est plus jeune, parce qu'on n'a pas un niveau de défense suffisant et entraîné. Mais c'est valable pour chacun d'entre nous, d'accord ? Donc ça s'appelle le nudging, mais ça s'appelle aussi la manipulation, et la manipulation de masse. Mais de masse, on n'envoie pas le même message à tout le monde. On va envoyer à chacun d'entre nous un message où on sait que, où on va prendre en fait les informations qu'on connaît sur chacun d'entre nous pour nous influencer. C'est ça qu'il faut arriver à mieux contrôler, c'est ça qu'il faut arriver à maîtriser et à faire en sorte que typiquement, des règlements comme le Digital Services Act ou le règlement européen sur les services ou celui sur l'intelligence artificielle nous permettent de reprendre la main sur ces sujets-là et d'être capable d'investiguer la façon dont
logiciel fonctionne et évidemment qu'on interdise ceux qui sont outrageusement manipulateurs. Voilà une autre question. Donc, faut-il ralentir le développement de l'IA au nom de l'éthique ou l'accélérer pour ne pas perdre cette course mondiale entre le comité éthique national, comme vous avez énoncé, et l'Europe? Alors, ce qui est intéressant dans votre question, c'est que vous utilisez, mais, comme nous utilisons tous, des termes qui nous sont proposés par justement ceux qui ont envie de nous manipuler, de nous pousser. Alors, le premier point, c'est cette course. On est dans une course, surtout, il ne faut pas réfléchir de trop, d'accord ? Il faut foncer. Il faut foncer, il faut investir, d'accord ? Et donc, là, et d'ailleurs, c'était une des mentions qui était faite, je n'étais pas présent tout le temps, mais sur le temps long, le temps court. Il y a des fois, effectivement, il faut qu'on sache répondre de façon très rapide. Je veux dire, ne serait-ce que si on met notre main sur une source chaude, on va l'enlever et on ne va pas attendre, on ne va pas réfléchir. Mais on sait aussi, qu'on peut réfléchir de façon beaucoup plus profonde et argumentée sur justement ce type de sujet. Et dans ce cadre-là, je pense que les technologies, les sciences et technologies du numérique et en particulier sur des systèmes d'intelligence artificielle nous permettent de progresser sur un certain nombre de sujets. Je veux dire, aujourd'hui en médecine, on ne peut pas dénier qu'il y a des avancées qui sont utiles. Pas toutes, mais certaines le sont. Et elles sont de façon majeure et intéressante. Elles ne sont pas forcément stables. Et il faut qu'on soit attentif au fait, c'est un des exemples que je mentionnais sur les diapos, mais que je n'ai pas eu le temps de reprendre, sur le fait qu'aujourd'hui, quand on conçoit un logiciel qui est complexe, d'analyse génomique des différents variants d'un cancer, ce logiciel, en fait, il est pas fait maison, bon, rarement. En fait, il est composé de différents éléments qui sont construits tout autour du globe par différentes entités. Aux États-Unis, en France, en Europe, enfin, voilà, en Asie, en Afrique. En fait, ce logiciel, de par sa composition, il est particulièrement utile pour soigner n'importe quel patient de par le monde, et il est utilisé en tant que tel. Mais par contre, si un pays, tout d'un coup, disait « Ah ouais, mais moi le module que je fournis là, ici, ça a été développé avec mes sous, je souhaite que ce ne soit pas accessible à tout le monde, mais seulement aux personnes de mon pays. » On est dans une situation qui nous met très mal. Aujourd'hui, on n'en est pas loin du tout. Réfléchissez un peu à ce qui se passe au niveau international. Et donc, aujourd'hui, les avancées, elles sont rapides. Elles sont trop rapides et elles sont trop poussées par cette manipulation qui nous dit foncez, on réfléchira après. Non, 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 non. On réfléchit et on continue à avancer, mais de façon réfléchie. Par contre, faisons extrêmement attention au fait que les avancées auxquelles on est parvenu et qui sont intéressantes pour un certain nombre, en particulier en médecine, elles peuvent être remises en cause de façon très simple à cause du fait qu'on n'est pas souverain sur l'ensemble des éléments qui sont là. D'où l'importance typiquement de pouvoir avoir des logiques d'accès ouvert, d'accès maîtrisé, de partage des informations. Et dans ces informations, il y a des informations qui sont particulièrement précieuses, ce sont les programmes. Merci, le temps file trop vite. Merci beaucoup et désolé. Merci beaucoup Claude Kirchner. Merci Patrick